soirée. Alors j'ai une voix très caverneuse, mais je vais quand même essayer de vous raconter ma vie. Donc je suis Annick Bureau de Leonardo Olatz et voici Marguerite Arjon de la Diagonale Paris-Saclay, et on est vraiment très heureuses toutes les deux de vous accueillir ce soir à cette rencontre laser. Donc bienvenue à la rencontre laser Paris. Donc la rencontre de ce soir est un peu particulière à plusieurs titres. Elle s'inscrit d'une part dans un projet porté par Leonardo Olatz, dont Leonardo Olatz est partenaire, qui est le projet Roots and Seeds 21, Biodiversity Crisis and Plant Resistance, donc crise de la biodiversité et résistance des plantes. Et c'est un projet où il s'agit de reconsidérer notre relation aux plantes et à la crise de la biodiversité sous son aspect végétal, dans une approche art-science plurielle. Donc c'est un projet européen qui est soutenu par le programme Creative Europe de l'Union européenne, qui est porté, alors pour le coup, par l'agence Coartis à Barcelone, avec pour partenaire le festival Ars Electronica à Linz en Autriche, donc Leonardo Olatz, l'Université de Barcelone et l'Institut de botanique de Barcelone. C'est dans les choses qu'on va faire. Il y a d'une part des workshops, donc des ateliers, cartographie d'un jardin. Il y en a eu un à Barcelone, un à Linz, et le troisième se tient la semaine prochaine à Paris. C'est fermé, c'est sur invitation. Il y a la production de nouvelles œuvres sous la direction de Coartis, une série de podcasts, une autre rencontre laser au mois d'avril 2022. Alors on croise les doigts, ça devrait être avec les artistes qui auront été soutenus par le projet. Donc ce soir, la totalité de la programmation est organisée autour de cette thématique, autour de ce projet. Donc c'est un peu une édition spéciale. Donc la soirée de ce soir est dans un format, comme je disais, dans un contexte et dans un format un peu inhabituel. Au lieu des deux duos artistes scientifiques habituels des rencontres Laser Paris, ce soir nous avons 3 présentations indépendantes. Donc une par Amandine Cornille, une par Marjolaine Dijkman et une par Marc Williams de Bonneau. Et donc un point qui m'a semblé, en tout cas qui moi me semble important, c'est que qu'on le veuille ou non, on fait une hiérarchie dans le vivant. Même si aujourd'hui, face à la crise de la biodiversité et à la disparition des espèces, le végétal commence à trouver sa place, y compris dans la recherche scientifique, dans les projets d'artistes. Il y a d'innombrables recherches scientifiques qui sont maintenant mieux connues du grand public et d'innombrables projets artistiques. Mais néanmoins, on a quand même toujours cette hiérarchie où il y a nous, les animaux, les autres animaux, et puis les végétaux, puis le reste. Et de la même façon, au sein des espèces, enfin, au sein des règnes, certaines espèces à nos yeux ont plus d'attrait que d'autres. Et encore une fois, qu'on le reconnaisse ou non. Et comme pour le règne animal, l'ours polaire est un peu cet animal iconique de la crise climatique, l'arbre est aussi dans le monde végétal une espèce emblématique et qui nous aimante. Donc bref, cet arbre va être un petit peu un fil conducteur et un fil sous-jacent à toute la soirée. Donc je suis extrêmement contente de recevoir Marc Williams de Bonneau ce soir, parce qu'il fait partie des gens qui, dans notre domaine, dans ses créations artistiques liées à la science, il fait partie des piliers et des gens qui sont engagés dans cette aventure depuis très longtemps. Donc je suis vraiment contente de pouvoir l'accueillir parmi nous. Donc il est neurobiologiste au départ, c'est un scientifique, personne n'est parfait. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même il a fait des études pionnières en électrophysiologie végétale à une époque où ça n'intéressait pas grand monde et qui maintenant sont dans à peu près
l'équivalent de cette pièce de publication, sinon plus. Donc voilà, ça je tenais à le dire. Donc il travaille sur la plasticité des systèmes vivants et sur une approche transversale du champ art, sciences, humanité. Il est aussi fondateur de l'association Plasticité Sciences Art, où il dirige la revue Plastique et qui Plastière, pardon, oui, voilà. Et le dernier, je pense que c'est le dernier numéro de cette revue, est une publication, un ouvrage collectif qui s'appelle Intelligence des plantes en question. Il en parlera, je vous le recommande. Et il est responsable du pôle Art Sciences du collectif Culture en Essonne. Et donc, je vais lui laisser la parole. Tu as peut-être besoin d'un micro, c'est celui-là, le tien. Tu enlèves ton masque. OK. Merci Yannick pour cette invitation et qui était donc je vais essayer de répondre au challenge que tu m'as imposé en fait en me disant qu'il fallait que je parle un peu de mes recherches en tant que donc j'avais ma casquette chercheur et puis ensuite que je switch sur art et sciences. Donc d'où le titre de mon intervention, art et sciences, une intelligence sensible. Donc c'est-à-dire essayer de creuser un petit peu cette interaction art-sciences au travers d'une expérimentation en électrophysiologie végétale dont je vais vous parler. Tout d'abord, comme vient de le dire Annick, il y a des milliers de publications en ce moment, à la fois des publications scientifiques extrêmement sérieuses dans tous les domaines, botanique, génétique, épigénétique, biologie végétale, etc. Et puis, un engouement médiatique également avec tout un tas d'ouvrages. Donc, cette illustration vient d'un Sciences et Vie de 2013 qui posait la question, l'intelligence des plantes, un règne végétal à repenser. Bon, ça me semble assez intéressant. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais... Donc, la question paraît saugrenue au départ, mais en fait, il y a quelques années, elle ne se serait pas posée. Or, effectivement, le contexte, c'est que depuis qu'il y a eu ce courant de neurobiologie végétale qui est issu, en fait, de deux grandes écoles. Il y a l'école de l'Université de Florence avec le professeur Mancuso et l'école de l'Université de Bonn avec le professeur Balouska, qui ont effectivement fait un espèce de raz-de-marée, c'est-à-dire qu'il y a des polémiques qui se sont greffées, il y a des questions qui se sont posées, mais néanmoins, ça a entraîné tout un courant de recherche qui se poursuit d'une manière un peu différente. C'est-à-dire que maintenant, on est plus axé sur la signalisation et sur également les comportements végétaux. Donc ça aussi, c'est un mot nouveau. Donc il y a énormément de mots qui ne s'appliquaient pas aux plantes et qui aujourd'hui s'appliquent aux plantes. Donc de nombreuses découvertes scientifiques et comme je le dis, il y a un engouement. Alors le contexte global, ça c'est le contexte local, scientifique au départ. Donc on part de faits et on part d'observations avec des interprétations, des hypothèses. Et de l'autre côté, le contexte global, c'est la crise climatique, c'est le végétarisme, le végétalisme, voilà, le green work, les techniques effectivement comme l'arboristerie, la permaculture qui se développent un peu partout, et les éco-philosophies, ce que j'appellerais les éco-philosophies, c'est-à-dire effectivement tous ces philosophes, ces sociologues, ces anthropologues qui s'intéressent également à la question sous un angle différent. Donc intelligence ou sensibilité, comportement intelligent, pure analogie avec le système neuronal ou pas, débat sémantique, ça c'est certain, et extrapolation ou changement de paradigme. Donc en fait, c'est un débat qu'on ne pourra absolument pas aborder ici, mais que je pose pour amener la suite. Alors la suite. Est-ce que les plantes sont insensibles? Ça, la réponse est clairement non aujourd'hui. On parlait d'excitabilité avant, cette excitabilité existe, mais la sensibilité est aujourd'hui admise. Donc la plante, avant tout, c'est un corps végétal ancré dans un milieu. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important pour moi. Donc en fait, par exemple, donc des plantes qui sont génétiquement identiques peuvent présenter des phénotypes différents selon effectivement le degré de plasticité génétique qui est mis en jeu dans le milieu ou dans l'environnement dans lequel elles évoluent. Les fonctions somatiques des plantes ne sont pas localisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas séparées, mais elles sont réparties sur l'ensemble de l'organisme. Sur l'ensemble de toutes les cellules participent et chaque partie de la plante peut donc indépendamment recevoir et émettre des signaux. Elles possèdent de nombreux récepteurs sensoriels qui sont très proches de ceux des animaux, donc elles sont capables de recevoir et d'analyser quelques ondes lumineuses, notamment le spectre bleu et rouge, pour des raisons très précises. On y reviendra si besoin. Il y a des mécanorécepteurs, il y a également des phénomènes de proprioception. Vous voyez cet arbre à gauche.
effectivement, les végétaux, les arbres sont capables de sentir les propres déformations de leur corps, entre guillemets, en tout cas de leur organisme. Et donc de pouvoir y répondre de manière différente. Hein, c'est l'histoire du chêne et du roseau. Donc soit elle se plie, soit au contraire, elle résiste. Et ça donne effectivement des paysages totalement différents en fonction des climats. Le climat méditerranéen est totalement différent de l'océanique, par exemple. Donc ces récepteurs sensoriels, sans avoir de fonction organique dédiée, sont bons. Et elles ont aussi beaucoup d'autres récepteurs que nous n'avons pas, que les animaux, les humains n'ont pas, comme des récepteurs à la gravité ou à l'électromagnétisme. Elles émettent des signaux de stress, de satiété, et communiquent donc par 4 voies essentielles. Donc la voie chimique, avec notamment ces émissions de tanins qui peuvent servir à se défendre, hein, bien sûr, et de composés volatiles également. Une communication hydraulique via le système vasculaire des plantes, qui est assez développé, notamment pour tout ce qui concerne, bien sûr, la circulation, par exemple, hydrique ou d'hormones. La communication symbiotique est extrêmement importante, bien sûr, avec ce qu'on a appelé le Wood Wide Web, c'est-à-dire effectivement un peu l'équivalent de notre réseau Internet, qui est, c'est une image, bien entendu. En réalité, il s'agit d'échanges mutualistes entre les racines et les champignons, en tout cas. Donc les réseaux mycéliens, et ces échanges sont de donnant-donnant, c'est-à-dire que c'est vraiment, voilà, il y en a un qui donne les sucres et l'autre qui donne des sels minéraux, et c'est absolument essentiel au développement de l'écosystème. Et enfin, la communication électrique, qui est moins connue peut-être, c'est pour ça que je voudrais m'attarder un peu là-dessus, qui peut être à courte ou à longue distance, et notamment via un certain type de phénomènes électriques. Et il y a même des communications directes de cellule à cellule dans les végétaux. Ça s'appelle cell-to-cell communication, donc via les plasmodesmes. Alors venons-en à cette notion que je voudrais vous amener, la notion d'électrome. L'électrome des plantes. Alors effectivement, en analogie au biome, au génome, récemment, ce terme est sorti d'une étude de Deleuve en 2016 et repris par Souza et collaborateurs en 2017, avec qui je collabore aujourd'hui, une université brésilienne très active dans le domaine de l'électrophysiologie végétale. Et elle correspond donc en fait à l'ensemble du spectre bioélectrique d'un organisme vivant, quel qu'il soit, animal, végétal, humain, bien sûr, et plus précisément à la totalité de la dynamique ionique, c'est-à-dire ce qui se passe au travers des membranes cellulaires. Donc on a fait un article qui s'appelle en fait la dimension électrique de la vie des plantes. Et donc vous voyez ici, j'ai essayé de résumer, montrer un petit peu les différents types de phénomènes électriques qu'on peut trouver au niveau des plantes. Donc le potentiel d'action cellulaire ici, à travers la membrane ici qui est figurée, la bicouche lipidique avec tous ces récepteurs qui sont insérés dedans. Vous avez des variations de potentiel, VP, des potentiels électriques locaux qui sont plus spécifiques aux végétaux, des potentiels systémiques, donc en rapport avec ces phénomènes hydrauliques, vasculaires. Et on peut aussi également trouver certains de ces phénomènes au niveau racinaire, mais également au niveau des tiges, des feuilles, etc. Et en haut, vous voyez EPG, donc ça veut dire électrophytogramme. Donc c'est un terme, effectivement, quand j'étais étudiant, que j'avais lancé et qui, bizarrement, revient aujourd'hui dans les feux de l'actualité. Alors voilà, c'est-à-dire que cette publication, donc moi j'avais fait une première publication donc, très en amont des recherches qui sont aujourd'hui, qui sont totalement validées aujourd'hui par plusieurs équipes internationales. Donc en fait, ce que je voudrais expliquer, c'est qu'il s'agit de quoi là? Il s'agit d'un enregistrement extracellulaire, de variations extracellulaires, c'est-à-dire sur une large population de cellules, donc en plaçant des électrodes au niveau des tiges, de la feuille ou même des racines, on peut enregistrer ce type de variations qui sont de faible amplitude. Vous voyez qu'ici, on est dans des amplitudes qui sont entre 20 microvolts et 100 microvolts, donc c'est-à-dire, voilà, donc le micron c'est 10-6, donc on est sur des très faibles amplitudes, comparé par exemple au potentiel d'action qui est bien connu, qui est de l'ordre de plusieurs dizaines de millivolts. Hein, donc on n'est pas sur la même échelle. L'électrode ne voit pas la même chose, hein, c'est ça qu'il faut voir. Donc vous voyez sur ce tracé qui a été republié en 2013 et donc qui a eu là un écho beaucoup plus important que quand j'étais étudiant. Et donc là, on voit effectivement qu'il y a un enregistrement de variations qui sont permanentes. Ces variations sont totalement permanentes. Et vous voyez des petits spikes qui se greffent dessus, ce qui indique effectivement une activité qui n'est pas du bruit, puisque ça a été prouvé. Donc vous voyez ici, de B à G, j'ai juste déposé une goutte d'eau sur le tissu.
Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une stimulation donc mécanique. Ça n'a rien à voir avec l'eau, mais c'est simplement le dépôt de la goutte d'eau. Et vous voyez, il y a un train de spike qui a duré à peu près 27 minutes et qui s'est interrompu au bout d'un moment, et donc avec une récupération de l'activité de base en H. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les bases de temps, évidemment, sont totalement différentes par rapport aux neurones. On n'est pas, un neurone, c'est une milliseconde, la durée. Donc là, on est plusieurs centaines de millisecondes, voire même quelquefois on arrive à la seconde. Par contre, il y a des végétaux qui sont plus rapides que d'autres. Et vous voyez sur la droite, pour terminer, je vais essayer d'aller plus vite, la validation qui a été faite à l'université Paris 6 quand j'étais étudiant, c'était ça, c'est-à-dire utiliser des activateurs et des inhibiteurs du métabolisme pour reproduire la même chose. Donc là, on est certain, évidemment, il y a d'autres, je ne peux pas rentrer dans les détails techniques, il faut une cage de Faraday, il faut contrôler le milieu, mais surtout, le fait qu'on puisse reproduire ce schéma avec des inhibiteurs et des activateurs montre qu'il s'agit de phénomènes biologiques. Donc, alors, pour résumer, les électrophytogrammes correspondent à quoi? Donc, longtemps, ça a été considéré comme du bruit. On pensait que c'était une activité qui n'avait pas d'impact physiologique. Donc, ces signaux OPG, ils ont une nature, en fait, c'est des phénomènes dynamiques non linéaires en physique, et en fait, ils sont invariants, ils ont une nature invariante. Ils pourraient se synchroniser de plus avec d'autres activités physio-électriques au niveau de la plante, ce qui permettrait effectivement j'en ai cité plusieurs, les phénomènes locaux, par exemple, des phénomènes systémiques, les ondes calciques, les calcium waves, qui sont extrêmement importantes chez les végétaux pour la communication justement à longue distance. Et cela permet de donner une signature à l'électrome. Alors cette signature, elle peut être liée à une plante donnée, mais elle peut aussi être liée à un stimulus donné. Donc les travaux de Saraiva et collaborateurs en 2017 ont bien montré qu'effectivement, ils ont observé des patterns qui étaient spécifiques à un stimulus donné. Donc notre hypothèse de travail, c'est que ces activités soutiennent spécifiquement la sensibilité des plantes au milieu. Bon, je parle de plasticité mésologique, mais je n'ai pas du tout le temps de m'étendre là-dessus. La mésologie étant en fait la science des milieux comparée si vous voulez, le milieu est singulier, alors que l'environnement, c'est une donnée brute et universelle. Donc voilà, on sépare la relation qu'a la plante avec l'environnement de la relation qu'a la plante ou l'animal ou l'homme avec son milieu singulier. Donc, cela constitue, ce système donc de signaux EPG constitue un système unique de veille permanente. Et donc, d'ailleurs, en ce moment, on essaye de faire du monitoring en conditions naturelles. Donc, c'est-à-dire ce qui est très important, parce qu'on ne va pas retrouver forcément en conditions naturelles ce qui se passe en laboratoire. Et surtout, mon hypothèse, c'est qu'il y a plus que ça, et c'est plus qu'un système de veille. Je pense que c'est un système qui permet de discriminer parmi les stimuli. La plante, elle est ancrée au sol, elle reçoit des milliers de stimulations différentes, elle doit réagir, il y a des changements d'état, il y a un orage qui arrive brutalement, il y a une sécheresse qui commence à s'installer, etc. Donc, si vous voulez, je pense que c'est un espèce de radar, en fait. Mais bon, c'est une hypothèse pour l'instant, il faut continuer les travaux. Et une chose permet aussi d'affirmer, les collaborations que j'ai eues avec l'équipe de Souza et collaborateurs, c'est qu'il y a une loi de puissance qui pousse cet électrum vers un état critique auto-organisé, ce qu'on appelle un SOC, donc Self-Organized Criticality, et cela uniquement après une stimulation. Donc ça, c'est un signe qu'effectivement, on a bien un système qui est perturbé par une stimulation et que cet état critique se met en place. Donc il pourrait, alors, ces travaux, les résultats de ces travaux pourraient asseoir effectivement la nature cognitive des plantes. Je reviendrai là-dessus dans la discussion parce qu'on va me poser des questions. La cognition, vous pensez tous à la cognition cérébrale, etc. Il s'agit d'une cognition d'ordre biologique. Et malgré la modularité et l'absence de centralisation. Donc évidemment, il n'y a pas de cerveau chez les plantes, c'est évident. Voilà. Un silence pour passer au carrefour ontologique entre l'art et la science, mais il y a quand même un lien. Alors le lien, voilà, le lien, c'est effectivement que nous avons organisé une biennale en 2019, parce que j'ai parlé de ça au collectif dans lequel je travaille, et effectivement, ça a passionné les gens, donc c'est un sujet qui a été adopté. Bon, et du coup, il a été traité de façon intéressante, puisqu'on a donné la parole aux artistes,
Et on leur a demandé de travailler sur ce thème. Alors nous, on lance un appel à projet aux artistes qui inclut une dimension scientifique, et ensuite, on les laisse travailler ensemble pendant plusieurs mois jusqu'à aboutir à une œuvre qui peut prendre des voies différentes. Alors, je vais vous en présenter 3. Cette œuvre qui s'appelle Plantoculus. Alors, vous connaissez peut-être Catherine Niecki, qui est une artiste qui a beaucoup travaillé justement sur la plasticité végétale. Elle a produit là, dans un grand incubateur sous serre à Mandrelay-Rose, avec Marc Dangean et puis une scientifique, Nika Abdollahi. Elle a une installation géante en fait dans une serre, donc à la serre de l'Orangerie. Donc Plantoculus a proposé de découvrir des plantes imaginaires, orgagènes et des brins d'hélice en immersion dans une trentaine de puits sonores, à la fois musicaux et vocaux, inspirés par donc, les hypothèses du fameux Mancuso, qui est très médiatique. Donc, vous voyez son livre, La Révolution des plantes, notamment celle liée à la vision, perception, captation des végétaux, mais aussi autour des questions de génétique et de bioinformatique. Vous voyez donc une image il s'agissait véritablement d'un son et lumière, pour ceux qui ont pu y assister, on était complètement immergé, effectivement, dans une... voilà, à la fois dans des œuvres artistiques, dans la luminosité, dans du son. C'était un peu magique. Deuxième exemple, Emmanuelle Bria, une artiste land art qui a mis en place en fait trois installations in situ dans un grand domaine en fait. C'est au château d'Auvers-sur-Oise, dans un grand parc, donc une expérience nature inédite où vous voyez ici parmi ces installations, ce qui l'intéresse, elle, c'est la relation entre l'art, le milieu et l'homme, et le végétal, bien entendu. Donc, à gauche, ici, vous avez une grande installation qu'elle a faite de land art. Et à droite, c'est une étude, l'arbre coupé, décalé, que j'ai pris d'ailleurs, que j'ai choisi comme visuel pour ma présentation, qui est une étude, qui est une espèce d'étude, c'est un arbre qui est hybridé sur un fond de paysage. Donc ici, vous voyez, elle a noté la hauteur maximale, le bois enterré hauteur, 2,50 m, la peinture rouge. Donc cette œuvre, elle est installée dans le paysage et elle a un certain nombre de cotes. Troisième projet que je vous présente, assez intéressant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette plante, le Desmodium gyrans, ou qu'on appelle la plante qui danse. Alors pourquoi on l'appelle la plante qui danse? Parce que vous voyez, donc elle est à gauche, cette plante verte, qui est une petite plante. Et la partie qui a été très bien illustrée de l'artiste, parce que ce qui est intéressant, c'est les schémas aussi, ces études qui ont été très longues pendant des mois. Elle a travaillé avec un pépiniériste en 6 mois pour faire pousser les plantes. Elle a travaillé donc avec Arnaud Fage, qui est designer et permaculteur. Et ils ont donc fait venir des centaines de plants. Donc dans une médiathèque en fait, qui est aussi où il y a aussi des cours de musique et un piano à queue notamment. Et donc ils ont construit des serres en reproduisant exactement l'univers dans lequel vivent ces plantes, c'est-à-dire l'Asie tropicale, donc conditions d'humidité, conditions de lumière, etc. Et il a fallu les éduquer un peu ces plantes, parce que ces plantes réagissent à la musique. Et d'ailleurs, la question se pose, elles ne réagissent pas au bruit, je ne sais pas pourquoi, elles réagissent à la musique, mais en fait en bougeant les petites folioles, parce que ce qui bouge, c'est ces folioles-là, mais avec des mouvements qui sont extrêmement erratiques. Ça n'a rien à voir avec d'autres plantes qui réagissent. Vous connaissez peut-être tous la sensitive, la Mimosa pudica. C'est une plante, si on souffle dessus, on voit bouger les feuilles, mais ça, on connaît très bien le mécanisme, hein, le mécanisme hormonal, avec donc des renflements moteurs qui permettent à la plante de bouger. Là, ce n'est pas du tout ça. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas d'explication scientifique concernant ces réactions de la plante à la musique. L'hypothèse qui est scientifique pour l'instant, c'est que c'est une réaction à la lumière, parce que ces plantes vivent dans les sous-bois, dans des sous-bois dans les zones tropicales. Donc, en fait, elles sont cachées avec des plantes beaucoup plus grosses. Donc en fait, c'est les mouvements qu'elle ferait seraient pour justement capter le maximum de lumière. Et là, on sait que certaines ondes, les ondes lumineuses dont j'ai parlé tout à l'heure, servent à ça aux plantes, c'est-à-dire elles captent des niveaux de luminosité et elles essayent d'avoir le maximum de lumière. C'est à ça que ça leur sert.
Alors, le concert était absolument extraordinaire. Donc, tout le monde était autour des mini-serres et on voyait, effectivement, c'était magique, des petits... Et c'est un petit peu comme une danse, on ne s'explique pas. Alors, il y a une autre hypothèse qui a été lancée en 2013 par un autre chercheur qui pense qu'en Asie tropicale, il y a certains papillons qui ont effectivement des mouvements. Donc, ça serait peut-être une espèce de mimétisme de la plante par rapport aux papillons. Mais pour l'instant, il n'y a aucune explication concernant les vibrations musicales. Alors ça viendra certainement un jour, hein, puisque la science avance. Et le dernier projet est un projet tout à fait différent. L'artiste Rocio Berenguer, qui est une artiste pluridisciplinaire que certains d'entre vous doivent connaître, qui a beaucoup travaillé en arts et sciences, a imaginé un scénario autour du Wood Wide Web dont on parlait tout à l'heure, mais là, c'est différent. C'est World Wide Web versus World Wide Web. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, c'est la lutte pour le réseau. C'est-à-dire qu'elle a imaginé un scénario dans lequel le règne végétal va accuser le règne machine de lui avoir volé son idée de réseau, puisque en fait, c'est elle qui l'a développée, bien entendu, depuis des siècles et des siècles. Donc, la propriété intellectuelle appartient à qui, d'ailleurs? Donc voilà, donc ce spectacle, parce que ça a été un one-shot en fait, auquel j'ai participé, puisque en fait j'étais le scientifique suspect dans le théâtre, donc c'est la première fois que je montais sur les planches, et donc j'avais un projecteur qui était sur moi, et en fait ils se sont servis de mes expériences en disant ça cache quelque chose, il a peut-être participé à quelque chose, mais donc l'idée c'était une conspiration végétale. En fait, il y a eu une enquête autour d'un fait divers. Au début, on voit un arbre géant qui tombe sur des pylônes électriques et donc qui coupe le réseau de villes entières. Mais ce n'était pas un phénomène isolé, ça s'est produit plusieurs fois. Et donc, finalement, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, donc bon, je ne peux pas entrer dans les détails de cette pièce, mais ce qui est intéressant ici, c'est effectivement de faire ce bond entre les différents réseaux et de montrer que l'électricité, effectivement, que ce soit l'électricité produite par l'homme ou l'électricité naturelle, c'est-à-dire du vivant, parce que nous sommes tous des piles, puisque nous sommes tous biochimiques, bioélectriques. Voilà, les acteurs du réseau, c'était Antoine Schmitt, qui est un artiste art numérique, qui était l'interlocuteur côté machine. Emmanuel Kocha, le philosophe, qui était, lui, maître de conférence à l'EHSS, qui était l'interlocuteur côté végétal. Moi, qui étais donc le chercheur enquêté, hein, le traceur de faits, et l'éclaireur scientifique. Et Rocio, bien entendu, qui a été l'arbitre, celle qui a mené l'enquête tout au long de cette production de la compagnie Pulso, dans le cadre d'un projet plus vaste qu'elle a développé, le projet G5, qui est un projet interespèce dont je n'ai absolument pas le temps de parler. Là, je saute à mon autre association que j'avais créée en 2000, qui est une association dont je ne vais pas parler ici, peu importe, mais qui a comme objectif justement d'étudier les liens entre les arts, les sciences et les humanités. Et ce que je voudrais dire ici, c'est simplement, c'est que si on regarde en haut, donc l'arbre de la vie, c'est-à-dire la plasticité du vivant, donc en partant de la bactérie jusqu'à l'homme, des phénomènes d'excitabilité jusqu'au phénomène de la conscience. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle la plasticité de l'esprit. La plasticité de l'esprit, c'est-à-dire en fait les relations, les intelligences relationnelles, les intelligences rationnelles, la logique aussi, l'affect, la sensibilité, l'émotion. Donc, quel est le point commun entre ces deux? C'est le concept de plasticité. Alors, plasticité, alors pourquoi? Parce que déjà, la neuroplasticité, ce n'est pas une métaphore, c'est un fait, bien entendu. Vous savez que les phénomènes de mémoire correspondent dans le cerveau à des modifications d'ordre moléculaire. Et d'autre part, que la plasticité, c'est exactement ce qu'il y a entre la matière et la forme, donc en premier lieu, voire même entre l'informé et le formé. Et puis, ce qu'il y a également entre l'inné et l'acquis, la plasticité épigénétique, c'est extrêmement important aujourd'hui, notamment ça revient en première ligne, mais toute la plasticité phénotypique, la plasticité, la morphogénèse, bien entendu. Et d'autre part, c'est aussi le trait d'union entre l'expérience et la conscience, par exemple. Donc, je pense que c'est un point extrêmement important. Alors, pour conclure, je pense que je suis à peu près dans les temps. Donc, la première conclusion, c'est sur l'intelligence du vivant. Donc, la plasticité végétale, donc, on a affaire à une intelligence de la forme, pour ce qui concerne les végétaux en particulier, du sensible, une autre-té.
parce qu'effectivement, ce n'est pas la même chose. Donc, qui chez les plantes s'exprime à l'interface plante-milieu-monde, et cette émancipation des plantes donne lieu aujourd'hui à débat. Ça, c'est un constat. Ce couplage dynamique entre la plante et son milieu singulier, donc c'est ce qui correspond à l'Umwelt, un l'Umwelt des plantes, si on prend les travaux d'Uexküll, ne peut plus passer inaperçu. Donc, qui se traduit par des stratégies de communication intra- et interespèces qui sont largement facilitées par l'électrome, comme je l'ai montré ici de façon extrêmement brève, hein, bien entendu. Il faudrait beaucoup plus de temps pour montrer ces résultats scientifiques. Des comportements complexes qui sont d'ordre adaptatif, sensible, biosémiotique, extrêmement important aussi, parce qu'il y a des signes qui sont associés à des activités. Autrement dit, une perception active et un accès cognitif à l'expérience sans nécessité de passer par un cerveau. Et là, on parle encore une fois d'une cognition dans la définition post-cognitiviste de ce terme, c'est-à-dire il ne s'agit pas de cognition humaine. La deuxième conclusion, c'est celle qui est la plus globale, c'est donc alors qu'il s'agisse de l'intelligence du vivant, de la plastique polymorphe de l'artiste ou de la ratio du scientifique, on touche toujours à la sphère du sensible. Et des émotions dont l'impact est majeur sur toutes nos actions, comme l'a très bien montré Antonio Damasio. Ça, c'est clair. Mais là où on peut affiner ce point de vue quelque peu anthropocentré, c'est précisément au travers des deux exemples que je vous ai décrits. C'est-à-dire le premier, l'intelligence du sensible, qu'ont de facto le monde du vivant et plus spécifiquement les plantes. Alors attention, je n'ai jamais dit ce dont je parle, c'est d'une intelligence qui n'est pas explicite, qui n'est pas représentationnelle, comme la nôtre, qui n'est pas consciente, comme certains peuvent le dire, et qui est plutôt c'est une altérité radicale, comme l'a très bien dit Allais. Et enfin, le regard croisé des artistes et des scientifiques, lorsqu'ils se portent dans la même direction, là se construit dans l'intelligence sensible des transcultures. Et je pense que les artistes et les scientifiques qui sont présents en sont vraiment l'illustration par excellence. Donc ces intelligences relationnelles, ce décloisonnement des savoirs sont exemplaires au croisement art-sciences parce qu'ils signent un retour du sensible et une mutation des cultures qui, en écho à la végétalité que j'ai décrite, ou cette autreté en fait, des plantes, devrait nous conduire à développer notre propre écosensibilité et un partage peut-être plus bottom-up du monde. Voilà, donc là, je voulais vous signaler un livre que j'ai publié l'année dernière, L'intelligence des plantes en question, qui justement est d'ordre transdisciplinaire. Je n'ai pas voulu faire un livre d'auteur, j'ai bien sûr fait un chapitre et j'ai introduit le livre, mais j'ai surtout demandé à des scientifiques comme Jacques Tassin, qui est écologue, comme Luciano Boy, qui est mathématicien, et moi-même, et à des philosophes, Quentin Hiernaut, Michael Marder, et puis Emmanuel Kocha, et à des artistes, donc Olga Kiseleva, qu'on a la chance d'avoir ici, Claudia Zatta étant, elle, plus une littéraire, en fait, elle était plus sur l'histoire, effectivement, et puis Yann Thomas, qui chacun, et Anaïs Lelièvre, pardon, j'ai oublié, donc voilà, des artistes, des scientifiques, des philosophes, pour essayer de traiter une question qui est totalement transversale et sur laquelle il y a encore beaucoup de discussions. Bon, pour ceux que ça intéresse, j'ai laissé des éléments de bibliographie et les deux dernières publications que j'ai faites qui posent ces questions justement sur les modes de cognition chez les plantes. Parce qu'il y a différents types de cognition, des cognitions étendues, etc. Voilà, bon, ben, écoutez, je m'arrête là et je vous remercie. C'est là que je me dis à chaque fois que j'organise la frustration plutôt qu'autre chose, parce qu'on aurait envie de vous écouter tous beaucoup plus longtemps. Question urgente, une envie, un commentaire Merci pour votre présentation vraiment inspirante. Donc oui, vous avez parlé de la cognition et qu'il y aura peut-être des questions sur la cognition. C'est plutôt une remarque. Alors, en fait, je trouve que c'est vraiment
passionnant de voir comment la cognition fonctionne, en tout cas chez les végétaux, à plusieurs niveaux, donc local, entre les espèces, en tout cas de même espèce, et aussi entre les différents, entre par exemple les champignons, les différentes aires, champignons, végétaux, etc. Et du coup, je me demande si ce ne serait pas un super modèle inspirant pour aussi reconsidérer la cognition de l'homme, parce qu'il y a beaucoup d'études qui se focalisent que sur le cerveau. Il y a des paradigmes qui englobent le corps. Et finalement, avec les plantes, il y a la question de l'environnement et des autres espèces, et que ces formes de cognition, je trouve qu'elles sont peu visibles. Et je ne sais pas, quelle est votre intuition là-dessus ? Oui, tout à fait. Moi, effectivement, je préfère parler de cognition parce que il ne faut pas confondre les médias et notamment certains livres qui personnifient les plantes, qui leur donnent effectivement que les plantes souffrent. Non, moi, ce n'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est la relation entre la plante et le milieu, et surtout, mais justement, la cognition en fait partie. Et justement, la cognition, ce n'est pas la même chose que la conscience. Donc, il faut bien différencier les choses. Alors, la cognition, oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument étudier de plus près, notamment chez d'autres organismes que l'homme. Alors, il y a des exemples qui sont intéressants. Par exemple, il y a un article qui est sorti sur ce qu'on appelle la cognition étendue. Vous savez tous que, par exemple, ce qu'on appelle la cognition étendue, c'est la toile de l'araignée. L'araignée, lorsqu'elle tisse sa toile, elle étend son corps. C'est-à-dire qu'elle ne bouge plus et elle va sentir la moindre vibration loin, comme si c'était son corps. Et cette vibration, en fait, elle va arriver à différencier s'il s'agit d'une proie potentielle ou s'il s'agit simplement d'une goutte d'eau, du vent, etc. Bon. Chez les végétaux, il y a certaines hypothèses en disant qu'effectivement, le Wood Wide Web dont j'ai parlé, enfin bon, on peut l'appeler autrement, en tout cas, c'est tout simplement les relations symbiotiques entre les deux espèces. Ces relations permettent, vous savez qu'il y a des kilomètres carrés de réseaux racinaires. Donc des kilomètres carrés de réseaux racinaires, donc qui peuvent aller à des distances faramineuses. Vous imaginez un arbre qui fait 80 mètres de haut, vous imaginez le dessous de l'iceberg. Donc à partir de là, c'est une cognition étendue, c'est très étendu. Donc voilà. Donc oui, je ne vais pas aller plus loin, mais par contre, il faut différencier les modes. Donc j'ai fait un article récemment en essayant de répertorier tous les types de cognition et quels sont ceux qui pourraient s'adapter plus particulièrement aux plantes par rapport à d'autres. Mais est-ce que tu serais d'avis d'abandonner le mot intelligence, qui est un mot qui engendre une confusion et du brouillage, oui, pour ne garder que le mot cognition? Pourtant, toi aussi, tu parles d'intelligence ancrée. Oui, alors voilà. Donc, en fait, je pense que tout dépend de quoi on parle. Effectivement, le gros problème avec comme je l'ai dit, c'est un problème sémantique. Donc, l'intelligence du vivant, oui, c'est évident que le vivant est intelligent, mais on peut trouver ça depuis la bactérie jusqu'à l'homme. Je veux dire, le vivant a une certaine intelligence. C'est une intelligence qui est liée à la survie, qui est liée à l'adaptation et qui est indispensable, en fait, à la survie. Donc, s'il n'y avait pas un minimum d'intelligence, il n'y aurait pas de survie. Mais il ne faut pas donner plus de signification à l'intelligence que ça. Et je pense qu'effectivement, ce débat sur l'intelligence des plantes, c'est quelque chose qui n'est pas forcément le plus intéressant. Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, la sensibilité des plantes me paraît un domaine beaucoup plus pertinent que d'essayer de creuser sur le phénomène de l'intelligence, et la cognition aussi. Donc, moi, je suis plus dans cette optique, c'est-à-dire vraiment étudier les relations de la plante avec son milieu et montrer que la pertinence, effectivement, d'une possibilité d'un accès cognitif à l'expérience, à cognition minimale, hein, évidemment, il s'agit d'une cognition minimale, il n'y a pas de représentation, mais néanmoins, ça permet un minimum d'intégration sans nécessité d'avoir un système nerveux. Alors évidemment, voilà, donc je suis assez d'accord avec ça. Moi, c'est pour ça que le livre s'appelle « L'intelligence des plantes en question ». Hein. Donc je ne veux pas dire que les plantes sont intelligentes. mais évidemment, c'est quelque chose qui parle à tout le monde
et qui fait que ça amène la curiosité. Et je pense que, bon, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Et où est-ce que tu places l'intentionnalité, qui est encore un de ces gros mots dont on ne sait que faire? L'intentionnalité, non. Enfin, alors, je pense qu'il y a certaines études qui montrent qu'il y aurait de l'intentionnalité, effectivement, non pas chez les végétaux particulièrement, mais à partir du moment où, encore une fois, c'est la même chose que l'intelligence du vivant. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un organisme, par exemple, un organisme simple, qui va opérer un choix, c'est un choix qui est d'ordre biologique, c'est-à-dire c'est un choix opérationnel. Ce n'est pas un choix, évidemment, ce n'est pas un choix stratégique, ce n'est pas un choix pensé, mais c'est un choix qui lui sert néanmoins dans sa vie. C'est-à-dire que ça a une signification, ça lui permet d'évoluer, ça lui permet de s'adapter, ça lui permet éventuellement, et d'ailleurs c'est la définition qu'a Mancuso de l'intelligence, c'est en fait, de répondre à des nouveaux besoins. C'est une des définitions de l'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène nouveau, la plante va effectivement, quelque part, réagir à ce phénomène nouveau. Elle va donc voilà. Donc c'est une forme d'intelligence. Donc, alors, on parle aussi de comportement intelligent, ce qui est un petit peu différent de l'intelligence. Comportement intelligent. Donc, mais moi, je ne veux pas m'appesantir, en fait, je crois, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je sors de ce débat, je pense que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à creuser au niveau des plantes. Oui, bonsoir, merci pour votre présentation très, très, très riche. Je m'appelle Everardo Reyes, je reste à Paris 8. Donc moi j'avais une question par rapport à... Vous aviez dit au début de la présentation que les plantes sont sensibles au spectre bleu et vert. Et je me posais la question, est-ce qu'il y a aussi des études, des relations interespèces, parce que par exemple quelques insectes aussi sont sensibles à une certaine luminosité, de l'espectre électromagnétique. Donc est-ce que aussi il y a des études entre ces adaptations, ou est-ce que une espèce s'adapte à l'autre par rapport à ces niveaux Oui, alors par rapport précisément à ça, donc en fait c'est les ondes, hein, c'est les ondes qui sont captées, effectivement. Donc mais pour les plantes, pour les insectes, je ne sais pas. Honnêtement, je ne peux pas répondre à cette question. C'est-à-dire les interactions, effectivement. Alors il y a des interactions très connues entre les insectes et les plantes, bien entendu. Ne serait-ce que la pollinisation par les abeilles, mais il y en a bien d'autres. Je veux dire, il y en a bien d'autres. Certaines plantes carnivores, par exemple, attrapent des insectes, mais parce qu'il y a une raison. Enfin, par exemple, les plantes carnivores, pourquoi les plantes sont devenues carnivores? Donc, ils sont devenus carnivores parce qu'il y avait notamment, le sol était pauvre en nitrate, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, ou s'il y a quelqu'un qui... je ne sais plus. Enfin, elle était pauvre je crois que c'est en nitrate. En tout cas, il n'y avait pas suffisamment de nitrate dans le sol. Et donc, à vérifier l'histoire du nitrate. Mais enfin, en tout cas, et donc, à partir de là, elles ont développé une nouvelle stratégie. Et c'est comme ça qu'il y a des plantes carnivores qui se sont développées. Mais par contre, effectivement, le mécanisme est extrêmement précis. C'est-à-dire que, par exemple, pour qu'une Drosera ou une Dionée se referme, il faut que 2 poils sensoriels différents soient stimulés avec un écart d'au moins 20 secondes entre le premier et le deuxième. Déclenchement d'un potentiel d'action, cette fois, potentiel d'action cellulaire, c'est un phénomène électrique. Et ce n'est qu'à ce moment-là que la trappe va se refermer. Parce qu'autrement, la plante va se fatiguer. Donc, en fait, c'est une économie d'énergie. Donc, c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire que toutes les plantes servent, c'est pareil pour les sensitives, elles ne vont pas se refermer sans arrêt, parce qu'autrement, évidemment, les capacités énergétiques diminuent. Mais voilà, je ne sais pas répondu à votre question précisément par rapport aux ondes, par rapport au spectre lumineux, parce que ça, je n'ai pas la réponse. D'autres Oui. Alors, Olga et après Amandine. Je voulais soutenir mon collègue et en même temps exprimer mon désaccord de ne pas vouloir aller aussi loin dans la question de l'intelligence de la nature.
et des plantes. Donc, comme j'ai déjà dit, je travaille beaucoup maintenant avec les plantes, mais je viens des mathématiques à l'origine. Et j'ai aussi, je travaille toujours et j'ai surtout avant beaucoup travaillé avec les programmes d'intelligence artificielle. On sait maintenant que l'intelligence artificielle mathématique, elle va un petit peu dans le mur. Les programmes ne sont pas performants. Et une des solutions que les spécialistes d'intelligence artificielle ont trouvées, c'est de croiser justement ces programmes mathématiques avec l'intelligence NSM, l'intelligence de la nature. Et apparemment, c'est une solution. Comme quoi l'intelligence de la nature est quelque part plus forte que la nôtre ou celle de la machine réunie. Là, on a des masques, je me suis permise de l'enlever. C'est aussi une preuve que la nature est un peu plus intelligente que nous. Le virus, on n'arrive pas à le combattre. Et en ce qui concerne l'intelligence des plantes, nous travaillons actuellement sur un projet dans la Rift Valley, la vallée du Rift qui traverse l'Afrique et qui est caractérisée par les nombreuses éruptions volcaniques, les tremblements de terre. Et notre travail, donc cette fois-ci avec les plantes et leur intelligence, consiste à faire une plateforme sur lesquelles les plantes, via les données qu'on y prélève, peuvent prévenir des humains de l'arrivée de ces perturbations. Donc encore une fois, on explore l'intelligence des plantes. Je pense qu'on peut aller bien plus loin encore dans cette exploration et c'est très intéressant. Oui, tout à fait. Alors, bon, encore une fois, je ne vais pas revenir sur le terme intelligence, mais en tout cas, il y a des exemples, effectivement, il y a plusieurs exemples où il y a effectivement des expériences innovantes qui sont menées avec les plantes. Donc, il y a ce qu'on appelle les plantoïdes, effectivement, qui sont en fait des systèmes mixtes en fait, entre intelligence artificielle et intelligence des plantes. Et puis également en Norvège, je crois qu'ils ont carrément ils ont mis un système pour faire l'illumination d'un petit village en utilisant directement, alors non pas l'intelligence, mais en utilisant justement les potentiels bioélectriques des plantes et en les mettant en circuit sur une très grande superficie. Et en fait, naturellement, il y a donc les lumières qui s'allument le soir, comme un petit peu comme ça arrive donc dans les villes. Donc les réverbères s'illuminent à partir d'algorithmes qui sont directement liés au rythme des plantes. En fait. Donc c'est possible de faire des études croisées comme ça, un peu hybrides. Et après, il faut savoir jusqu'où on va. Hein. Je me demandais, on parle d'électromes. Est-ce qu'on connaît la variation ou la variabilité des électromes en fonction des espèces? Est-ce qu'il y a de la variabilité intra-espèces? Et est-ce qu'on sait si on a différents... vous parliez de socs. Oui. Donc différents socs qui pourraient révéler différents pics adaptatifs. Alors, au niveau d'une population, tu veux dire parce que... Interpopulation au sein d'une espèce. Voilà. Alors, cette notion d'électrome est relativement récente. C'est-à-dire, le principe en lui-même est relativement simple. Hein. Bon, le génome, c'est l'ensemble, voilà, etc., le biome. Donc, le principe est simple, mais les applications au niveau des populations, c'est encore très précoce. Par contre, oui, j'ai répondu tout à l'heure concernant les socs. Effectivement, ces seuils critiques. Là, une équipe avec laquelle je collabore a mis en place, effectivement, encore une fois, différents types de stimuli en laboratoire et a montré qu'il y avait des patterns spécifiques, effectivement, pour tel ou tel stimulus et des patterns par espèce. C'est-à-dire que, justement, c'est ce que je disais, ça peut être soit une plante donnée, donc où on peut avoir en fait un profil bioélectrique, on peut avoir un électrome. Donc, c'est ce qu'ils ont appelé la signature de l'électrome. Donc, je trouve ça très intéressant parce que
on peut avoir des applications. Et donc, nous, on a fait plusieurs publications ensemble. Et là, en ce moment, moi, ce que j'essaye de pousser, en fait, cette équipe, parce que je n'ai pas de laboratoire directement pour expérimenter, j'essaye de pousser pour qu'il y ait des thésards ou autres qui aillent sur le terrain. C'est-à-dire faire des kits EPG. Donc, on est en train d'essayer de faire ça. Donc, faire du monitoring sur place, c'est-à-dire aller dans des systèmes naturels. Et ça serait très simple, en fait. On peut mettre des espèces de petites puces sur les plantes directement, et puis les laisser, en fait, et observer, de voir ce qui se passe. Donc, par rapport à l'ensemble des stimuli que la plante reçoit, est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'on arrive à un profil type? Et peut-être qu'effectivement, une fois que ces études auront été menées sur une petite superficie, je pense que tu as raison, il serait extrêmement intéressant de voir sur des échelles supérieures, au niveau de population, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'électrome évolue? Oui, tout à fait. Bien. Alors, évidemment, j'avais d'autres questions, et vous aussi sans doute, mais je crois qu'on va clore la soirée ici. Je vous remercie tous d'être venus. Je remercie Marc Williams de Bono, Amandine Cornet et Marjolaine Dijkman, et vous tous. Oui.